Alexandre Delvalle, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous interviewer ce soir. Je pense qu'on ne vous présente pas. Vous êtes un écrivain, journaliste. Vous avez également un cabinet de conseil. Vous êtes italo-français et vous êtes également un intellectuel engagé, auteur de nombreux livres, notamment Le complexe occidental, petit traité de déculpabilisation, et plus récemment Comprendre le chaos syrien des révolutions arabes au djihad mondial. Et puis, tout récemment, le livre dont on va parler aujourd'hui, notamment, Les vrais ennemis de l'Occident, du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes. Alors, ce livre vient de sortir, je l'ai lu, je l'ai trouvé très très intéressant et il fait beaucoup réfléchir. Parlez-nous un petit peu de comment vous est venue l'idée de lier justement le rejet de la Russie et l'islamisation des sociétés ouvertes. C'est quoi ces sociétés ouvertes? Alors voilà, j'ai voulu premièrement utiliser le terme société ouverte que vous connaissez, qui est attribué, qui a été créé par Karl Popper Oui. et qui a été dévoyé par un fameux. Donc tout d'abord, les sociétés ouvertes, ce sont les sociétés pluralistes qui acceptent la démocratie, le pluralisme, la liberté individuelle. Mais comme disait Karl Popper, elles doivent savoir se fermer contre leurs propres ennemis, d'où le fameux livre et l'expression de Karl Popper. Alors, j'ai voulu montrer que lorsque George Soros reprend l'idée de société ouverte qui a été créée par Karl Popper, je montre que tous les adeptes de l'abolition des frontières, les no borders, qui se réclament de George Soros et qui souvent sont financés par lui, donc en gros qui veulent une sorte de gouvernance mondiale et un mondialisme idéologique et économique qui détruirait les nations et les identités, je montre qu'ils ont fossoyé la véritable conception de Karl Popper, qui ne voulait pas dire construire la tour de Babel, mais Karl Popper voulait dire une société ouverte. C'est une société qui est pluraliste. Ça ne veut pas dire qu'elle est ouverte envers n'importe qui, n'importe quoi. Elle est enracinée. Karl Popper habitait à Londres. Comme vous le savez, c'était un émigré autrichien qui était à Londres. Il était avec le clan des conservateurs libéraux qui étaient attachés aux sociétés judéo-chrétiennes. Et donc, moi, je montre que, comme l'a dit Karl Popper, une société peut s'ouvrir, mais pas à ses ennemis. Elle a le droit même d'utiliser la violence, dit Karl Popper, contre ses ennemis. Elle a le droit d'obliger ses ennemis à respecter ses valeurs sur son territoire. Et deuxièmement, une société ouverte, elle n'a pas à être impérialiste. On ne va pas bombarder des pays pour les obliger à devenir démocrates. Karl Popper dit que la démocratie, c'est avant tout un apprentissage, un enseignement, une déontologie que l'on apprend, c'est philosophique. C'est quelque chose qui ne s'improvise pas avec des révolutions de velours ou avec des guerres en Irak ou en Libye. Et donc le lien avec l'islam, il est là, le lien avec l'islamisme, plutôt l'islamisme radical. Les sociétés ouvertes qui ont été dévoyées par une conception de leur identité qui est fondée uniquement sur le matérialisme, la consommation et l'OTAN, cette société que j'appelle occidentiste atlantique n'a vu comme ennemi que la Russie. Elle n'a pas changé ses logiciels de guerre. Russie comme un ennemi. Et contre la Russie soviétique, lorsqu'elle était encore soviétique, rappelez-vous, cet Occident a énormément appuyé ce qu'on appelle la Muslim Belt, une sorte de ceinture islamique, et même islamiste radicale, y compris terroriste, pas à l'Union soviétique en Afghanistan, mais plus tard au Kosovo et en Bosnie, face aux qui étaient accusés d'ailleurs d'être des amis des Russes, eh bien, nous, ou plutôt les Occidentaux, par erreur sur l'ennemi et par erreur sur l'ami, eh bien, nous nous sommes fourvoyés en aidant notre ennemi principal, l'islamisme, à pénétrer sur notre propre sol à partir d'une attaque ou d'une défense contre l'Union soviétique, mais moins légitimement après les années 90, cette stratégie pro-islamiste de l'Occident qui était tournée contre mais aussi les États alliés de la Russie, comme l'Irak, comme la Syrie, comme la Libye, même parfois l'Algérie. Et bien, cet Occident a continué à aider militairement pratiquement toutes les forces islamistes qui existent contre la Russie ou tout simplement pour faire plaisir à des États clients ou à des États fournisseurs de pétrole dans une logique purement matérialiste et consumériste et économiciste de l'Occident, au détriment des intérêts géocivilisationnels identitaires de ce même Occident. Tout à fait, et j'ai trouvé que dans votre livre, vous êtes l'un des premiers, enfin vous n'êtes pas le seul, mais vous êtes en tout cas l'un des premiers en langue française à avoir fortement démontré
que finalement toute cette mouvance islamiste de Al-Qaïda il y a 15 ans ou il y a 20 ans, Oui, et encore avant les Moudjahidines, et même d'une certaine manière le front islamiste du salut en Algérie, jusqu'à aujourd'hui Daesh, ISIS en Syrie, sont des créatures, en tout cas logistiques oui. et militaires de l'Occident, les États-Unis en tête. Est-ce qu'ils n'ont pas créé une sorte de créature de Frankenstein dont le logiciel, lui, n'est pas occidental du tout, justement? Mais bien sûr, alors, ce que je dis dans mes livres, et notamment, vous avez peut-être fait allusion indirectement au premier livre que j'ai écrit en 97, Islamisme, États-Unis, une alliance contre l'Europe. Déjà dans ce livre, vous voyez, mes théories sont pas nouvelles, et je n'ai rien inventé, hein. J'avais comme maître le général Gallois, qui avait écrit d'ailleurs Le soleil d'Allah aveugle l'Occident, que j'avais trouvé remarquable. J'ai eu l'honneur d'être le disciple de ce grand stratège français, conseiller de Gaulle, et qui est créateur de la dissuasion nucléaire française, un des plus grands géopolitologues français. Et avec lui, dans mon premier livre, préfacé par Gallois, je dénonçais cette stratégie qui pouvait se comprendre sous la guerre froide, éventuellement, mais qui, après la guerre froide, n'avait plus aucune raison d'être, et elle participait de l'erreur sur l'ennemi comme de l'erreur sur l'ami, puisque l'ennemi était quelqu'un qui n'était plus un ennemi. L'Union soviétique, devenue la Russie, s'est débarrassée du joug communiste soviétique. Elle a renoncé au pacte de Varsovie. Et la première erreur de l'Occident, ça a été de ne pas abolir l'OTAN lorsque l'ennemi a aboli l'équivalent de l'OTAN de son côté. Il y aurait dû avoir un pacte de non-nuisance réciproque qui a été presque signé, acté, mais il était oral. Et les Américains l'ont rompu. Ce pacte était le suivant. Nous maintenons l'OTAN, mais nous reconnaissons que la Russie a un étranger proche et que nous ne devons pas intervenir dans les zones qui sont le précaré de la Russie. Et ce pacte a été implicite, mais il a été rompu en ex-Yougoslavie, en détruisant un régime pro-russe qui était un obstacle naturel à la pénétration néo-ottomane et islamiste dans les Balkans. Nous avons détruit un ennemi radical du néo-ottomanisme et de l'islamisme dans les Balkans, en aidant les Bosniaques les plus islamistes avec plein de légions étrangères, y compris Al-Qaïda. Nous avons également par la suite aidé l'État mafieux kosovar dirigé par la mafia albanaise et des terroristes qui sont devenus de plus en plus islamiques et qui ont essaimé jusqu'à la Macédoine qui aujourd'hui est menacée de division elle aussi. Nous avons introduit, ou plutôt les Américains et l'OTAN, a introduit un véritable chaos pro-islamiste dans l'ex-Union soviétique, dans l'ex-Yougoslavie, comme vous le savez, pour empêcher l'accès de la Russie aux mers chaudes, car l'ex-Yougoslavie de Milosevic était en train de se rapprocher stratégiquement de la Russie. Donc c'est ce que j'appelle le syndrome afghan qui a été perpétué au plein cœur de l'Europe, en Europe occidentale, et nous le payons très cher, car de nombreux terroristes des années 90 s'étaient entraînés en ex-Yougoslavie. Aujourd'hui, de nombreux terroristes sont entraînés en Syrie ou en Irak, des zones où effectivement, je ne pense pas qu'on a créé Al-Qaïda, mais en tout cas, vous disiez que c'était une créature, disons que logistiquement, en effet, nous avons contribué à son éclosion en Afghanistan, en ex-Yougoslavie, pendant les guerres d'Irak, et bien sûr en Libye, et même en Algérie. Le FIS et les GIA algériens ont été des mouvements islamistes qui, au départ, ont été encouragés par les Européens. Et enfin, je terminerai sur la Turquie. Il faut savoir que Erdogan existait, certes, mais lorsqu'il est sorti de prison, c'est l'Occident qui l'a aidé à prendre le pouvoir, et c'est l'Occident qui a empêché les kémalistes, qui étaient des forces jugées trop socialistes par les Américains. Les kémalistes ont été abandonnés par l'Occident, alors que les kémalistes, philosophiquement, étaient pro-occidentaux. Oui. Ils étaient pour des valeurs de laïcité, inspirés, comme vous le savez, comme Atatürk, par des valeurs occidentales, ou en tout cas européennes et laïques. Et en Turquie, les Occidentaux ont aidé le Millî Görüş, qui est la maison mère du parti AKP au pouvoir en Turquie. Nous avons aidé ce parti à récolter de l'argent en Occident, et nous avons empêché ses ennemis kémalistes de faire des coups d'État jusqu'à 2013. Et aujourd'hui, le mal est fait. Le coup d'État avorté cet été n'a servi à rien. C'était trop tard. Il aurait fallu laisser les kémalistes garder le contrôle de la Turquie. Et au contraire, l'Occident a mis en orbite un islamisme capitaliste, parce que l'Occident, qui n'est que avide et cupide, a cru que dès lors qu'un islamiste est pour l'économie de marché, finalement, il est fréquentable. C'est-à-dire que, je reviens à mon idée, puisque l'Occident ne se définit que de manière économiciste et matérialiste,
il n'est plus capable de voir qui est son ennemi et son ami, puisqu'il ne raisonne plus de manière civilisationnelle, géocivilisationnelle et identitaire, il ne raisonne que de manière énergétique, stratégique ou économique, pour des intérêts purement matérialistes. Il n'a plus aucune capacité à défendre ses intérêts de type civilisationnel à long terme. Et c'est pour ça que nous nous sommes trompés sur l'ennemi, la Russie, qu'il fallait continuer à empêcher d'arriver à l'ouest et sur les mers chaudes, d'où la Muslim Belt, d'où toute la stratégie de l'OTAN de s'étendre autour de la Russie et de la Chine, le fameux Heartland. Et nous nous sommes trompés sur l'ami, car depuis le pacte de Quincy, parallèlement à l'endiguement contre l'ex-Union soviétique qui a motivé l'alliance avec les islamistes, cette alliance était motivée également par un pacte énergétique, sécurité contre pétrole, qui était le fameux pacte de Quincy, où les Occidentaux, notamment les Américains, ont permis d'asseoir le pouvoir au départ très minoritaire et fragile des Saouds alliés aux Wahhabites, les salafistes, et nous avons mis en orbite finalement le salafisme wahhabite par le fait que nous avons sécurisé la monarchie saoudienne qui aurait pu s'écrouler très rapidement car elle était extrêmement minoritaire. L'Arabie saoudite est très divisée et nous avons aidé un clan ultra minoritaire et fanatique à rester au pouvoir par une alliance inédite, celle de Ibn Saoud et de Roosevelt, qui a été renouvelée par George Bush, renouvelée par Obama, par tous les présidents américains, qui est une alliance totale. L'alliance entre l'Arabie saoudite et l'Amérique est totale. Quoi qu'il arrive, l'Arabie saoudite est secourue par les Occidentaux et par extension les pays du Golfe, comme le Koweït, pour lequel nous nous sommes battus. Donc comme vous le voyez, le lien est extrêmement évident entre le cautionnement de l'islamisme radical, voire son aide logistique, comme vous l'avez dit, et de l'autre côté, le ceinturage, l'endiguement de la Russie, le fameux Heartland, que les Américains craignent, non pas parce qu'ils craignent la Russie. Ils savent très bien que la Russie post-soviétique ne veut pas agresser l'Occident. Ce que les Américains font croire qu'ils craignent, c'est une menace russe qui leur permet d'être un épouvantail pour justifier un nouveau rideau de fer géostratégique qui coupe l'Europe de l'Ouest de l'Europe de l'Est. Et vous avez compris pourquoi. Tant que l'Europe est coupée en deux, qu'il n'y a pas de colonne vertébrale Paris-Berlin-Moscou, l'Europe est faible. La menace russe, si vous voulez, elle est plus psychologique et épouvantail que réelle. Elle est brandie par les stratèges américains, comme l'actuel chef d'état-major de l'OTAN, donc les stratèges américains comme les stratèges de l'OTAN ont fait croire récemment qu'il y avait une guerre imminente avec la Russie pour faire peur aux Européens, pour justifier la pérennité d'une sorte de protectorat de l'OTAN, car l'Europe aujourd'hui est un protectorat de l'OTAN et des États-Unis. Et je n'en veux pas aux Américains. J'en veux surtout à la volonté d'impuissance européenne qui, par confort budgétaire, préfère déléguer sa défense aux États-Unis plutôt que de la payer. Parce que nos dirigeants savent très bien que Poutine ne veut pas envahir l'Europe de l'Ouest. Les dirigeants le savent. Mais ils font croire tous qu'ils croient à ce mensonge parce que ça justifie le fait de ne pas augmenter les budgets militaires et de se faire payer une défense par l'Amérique. En ce sens, Trump est une bonne nouvelle pour les Européens, non pas parce que je l'aime bien, il est vulgaire et souvent primaire, mais purement pour le buzz, de manière théâtrale. Mais ce qu'il y a de bien dans la doctrine de Trump, c'est qu'il veut responsabiliser les Européens et les inciter à payer pour leur propre défense. Et comme dit Dominique de Villepin, qui pourtant est un modéré, il dit Trump est peut-être inquiétant ou dérangeant, mais la bonne nouvelle dans sa proposition, c'est que les Européens ont une opportunité historique pour enfin édifier une défense propre et ne plus tomber dans le piège du soi-disant ennemi russe. Alors, c'est très intéressant. Alors, petite coïncidence. J'ai pris le thé cet après-midi avec l'un des frères Bin Salman Al Saoud, ici à Genève, puisque nous sommes une petite ville avec une forte présence de la famille Al Saoud ici. Bien sûr. Et bref, je vous dirai pas quel est le frère, je vous le dirai offline tout à l'heure, mais enfin, oui. Les cassures au sein même de la famille Al Saoud et en général dans l'Arabie Saoudite entre des gens très modernistes qui rejettent, disons que une version très, cette version très saoudienne de l'islam, le wahhabisme, et d'autres factions sont extrêmement divisées et ils se rendent bien compte qu'ils sont dans une crise, et certains craignent que cette grande mouvement islamique qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu un chant du cygne.
Premier élément. La semaine dernière, j'étais en Turquie et je confirme pour une enquête sur cette vague de migrants. Bref, sans dévoiler qui j'ai rencontré, je vous confirme effectivement, je crois que vous connaissez très bien la Turquie, qu'effectivement en ce moment, ce pays aussi est en train de se scinder en deux entre des personnes effectivement de culture kémaliste, laïque, moderne, et d'autres de culture beaucoup plus, pour les plus modérés, simplement traditionnalistes, mais pour certains, d'une forme de néo-califat, néo-ottomane, et je dirais même mafieuse, pour être très, très, très honnête, et que ça confirme tout à fait ce que vous êtes en train de dire, et ça m'amène à la question suivante, c'est que autant nous sommes en train de voir des scissions entre modernisme et, on va dire, et Moyen-Âge, parce qu'il faut appeler les choses comme elles sont, au sein du monde islamo-musulman au sens très large, de la même manière, en Europe, puisque nous avons au moins, au minimum, 40 millions de musulmans pratiquants en Europe, dont une très grande partie soutiennent, en tout cas moralement, des tendances de type Daesh en Europe. Nous risquons aussi d'avoir des scissions dans les pays à forte immigration musulmane qui vont de la France à l'Angleterre, la Suède, l'Allemagne, avec des risques très graves de conflits. On l'a vu aujourd'hui sous les formes de terrorisme, mais aussi potentiellement de déstabilisation beaucoup plus lourde qui peut aller jusqu'à la guerre civile. Alors, sans aller dans le fantasme de certains, le risque reste est présent. C'est un risque qu'on ne peut pas éluder. Je voulais avoir votre avis sur cette complexité du monde qui est en train de se retrouver en Europe, justement. Et peut-être j'ajoute une deuxième question à celle-ci, c'est que vous avez parlé justement de ce vide spirituel, civilisationnel, parce que les deux choses sont liées en Europe, et que la nature ayant horreur du vide, c'est une des thèses chères à De Villiers. Ce vide a été rempli par l'islam, en tout cas d'abord dans les populations d'origine maghrébine et du Moyen-Orient. Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, mon cas, quelqu'un qui est laïque, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, va pouvoir trouver la spiritualité nécessaire, la force nécessaire pour lutter pour cette civilisation qui est devenue totalement matérialiste et uniquement basée sur le profit. Donc c'est deux grandes questions, mais qui sont liées. On passe de la stratégie et la géopolitique civilisationnelle à la sociologie et la philosophie. Votre question finale est très importante. C'était celle que se posait Durkheim à la fin de sa vie. On a créé une anomie. Vous savez que l'anomie pour lui était une des causes du suicide, et l'anomie était assez structurelle chez les peuples désenchantés. Et il disait, moi je suis un laïc et même un agnostique, mais je reconnais qu'il va falloir remplir ce vide. Et qu'est-ce qu'on va trouver comme système de légitimation de la vie en société, dès lors que nous n'avons plus cet enchantement que permet le spirituel? Par quoi allons-nous remplacer le spirituel religieux? Est-ce qu'on peut trouver un spirituel non religieux, quelque chose qui transcende l'être humain? C'était une grande question qu'il posait, et ça, je dirais que c'est un débat philosophique qui nous mènerait ailleurs, mais c'est fondamental. Je pense que d'une manière générale, l'histoire est construite par des faits, mais aussi par des idées, et tout se passe comme si les idées dures étaient toujours vainqueurs par rapport aux idées molles. Et parfois même une idée dure et exprimée avec beaucoup de certitude peut vaincre une idée plus profonde, mais exprimée de manière trop molle. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une croyance, un leadership qui accompagne une idée même belle, elle va être vaincue par une idée peut-être moins élevée, mais qui, elle, va être portée par une certitude. Et donc, il en va de même pour la République. Si la République, ou pour les monarchies comme la Belgique ou d'autres pays d'Europe, si le système de gouvernement des pays occidentaux n'est pas porté par un patriotisme, ce que j'appelle le patriotisme assimilateur ou intégrateur, s'il n'y a pas une volonté de transmettre nos valeurs, si nous ne sommes pas assez généreux pour désirer transmettre à tout prix nos valeurs, et surtout, c'est comme pour une entreprise ou pour n'importe quel organisme, si on ne transmet pas l'amour de soi, comment voulez-vous que l'on fasse des petits? On ne peut pas transmettre l'amour de soi avec la haine et la dépréciation de soi. Donc je pense que là, c'est la réponse à votre question philosophique. Et pour ce qui concerne la complexité dans les pays musulmans, je suis tout à fait d'accord. L'Arabie Saoudite est un exemple de pays carrément que j'appelle schizophrène, encore plus que la Turquie. Il y a d'un côté des Saouds qui sont de tradition bédouine,
des prédateurs bédouins qui voulaient prendre le dessus sur d'autres tribus, mais dont certains peuvent être assez modernistes à force d'être dans la modernité et de rencontrer l'Occident et de voyager. Et de l'autre côté, leurs alliés qui leur ont permis de légitimer la prise des lieux saints, qui était tenue quand même depuis le XIIIe siècle par la famille hachémite. Il a fallu, pour renverser une famille très enracinée, qui est là depuis des centaines d'années, il fallait une justification religieuse. Et c'est l'alliance dangereuse contre nature entre des pragmatiques saouds et des ultra-fanatiques wahhabites, qui était la version locale du hanbalisme, qui est l'école juridique la plus radicale de l'islam sunnite, la plus totalitaire, avec en plus des traditions prédatrices bédouines qui ont été intégrées dans le corpus de la charia. Ce hanbalisme ou ce wahhabisme, qu'on appelle également plus généralement le salafisme, a été porté par les wahhabites. Donc en gros, le pire, c'est que quand un saoud, y compris proche de la famille régnante, vous dit, et même un prince lui-même, quand il vous dit « nous combattons le terrorisme », il ne ment pas. Mais le problème, c'est que le bras droit du saoud qui combat le terrorisme ne peut rien faire contre le bras gauche du wahhabisme qui possède des ministères, qui dirige les lieux saints, qui contrôle la police des mœurs. Donc c'est un État schizophrène, un peu comme la Turquie, où il y a un appareil d'État, ce qu'on appelle le Derin Devlet, l'État profond, qui était longtemps kémaliste, mais des élus qui depuis les années 90 et même depuis Turgut Özal les années 80 étaient en train de se réislamiser. Il faut savoir que Erdogan n'a pas comme exemple que Erbakan, le nostalgique du califat. On a aussi Turgut Özal, le grand leader des années 80, qui déjà avait réislamisé la Turquie. Il disait « la Turquie est kémaliste et laïque, mais moi je suis musulman ». Erdogan s'inscrit dans toute une tradition revancharde d'islamistes nostalgiques de l'Empire ottoman, qui n'ont jamais digéré l'abolition du califat par un athée, par un alcoolique et un homme qui a été franc-maçon, inspiré par l'Occident, par le code suisse, par le code français, par le code mussolinien. Il faut savoir que Atatürk représente l'antithèse de tout ce que peut aimer un islamiste. C'est le mécréant absolu, l'apostat. Et donc cette Turquie, elle est tiraillée. Mais malheureusement, contrairement à l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est de moins en moins schizophrène, la Turquie, puisque l'appareil d'État, les juges, l'armée, qui étaient avant des bastions kémalistes, commencent à être grignotés, plus que grignotés par les islamistes radicaux. Et je pense que malheureusement, le concept que j'ai créé en 2003 dans mon livre Cheval de Troie, la Turquie dans l'Europe, Cheval de Troie islamiste, malheureusement, le concept de post-kémalisme est aujourd'hui, nous sommes dans une Turquie, à mon avis, durablement, pour ne pas dire définitivement, post-kémaliste. Le kémalisme, c'était une aventure passagère, pro-occidentale, totalement calquée sur des idées occidentales, qui a été greffée de manière violente par quelqu'un qui avait certes un charisme, parce qu'il avait lutté contre les puissances européennes, mais il faut quand même pas oublier que il a coupé plein de têtes, il a fait pendre plein de gens. Atatürk a dû lutter contre les forces obscurantistes religieuses et paysannes qui lui ont fait la guerre. Il y a eu toute une guerre civile. Tout à fait. Le kémalisme s'est imposé, on l'oublie, par la force. Les Turcs n'ont pas un ADN laïque. On leur a imposé une laïcité. Et c'est tout le problème des pays musulmans. Dans les pays musulmans, on l'a vu en Turquie, on l'a vu en Tunisie, on l'a vu en Syrie ou en Irak, avec le parti Baas. À chaque fois qu'il y a eu une aventure laïque, nationaliste dans un pays musulman, ça s'est imposé par la force contre les religieux. Mais en Europe, en Europe également. Les islamistes aujourd'hui. En Europe également, la République française, par exemple, s'est imposée à coups de guerre, voire de génocide Absolument. aussi. Mais le problème qui est plus traumatique, et il faut comprendre pourquoi c'est difficile pour les musulmans de s'émanciper du religieux, c'est que dans l'islamisme, la force de l'islamisme des frères musulmans, ce que j'explique dans mon livre « Les vrais ennemis de l'Occident », c'est que toute la force des islamistes, c'est de dire « nous sommes le véritable indigénisme ». Si vous êtes islamiste, vous n'êtes pas uniquement dans le retour du religieux, vous êtes dans le retour de votre propre identité civilisationnelle qui a été spoliée, qui a été anéantie, qui a été combattue par l'envahisseur alloglotte et allogène. Et en fait, la grande force de l'islamisme, contrairement au retour du religieux en Europe qui est difficilement créditable, dans le monde musulman, y compris dans nos banlieues, l'islamiste se pose comme l'ennemi du colonisateur ou le fils de l'ennemi du colonisateur. En gros, que ce soit en France ou dans les pays musulmans,
que ce soit Tariq Ramadan ou ses parents et grands-parents en Égypte, dans les deux cas, leur rhétorique, elle est identitaire et post-coloniale. En gros, nous nous sommes décolonisés physiquement, nos pays sont indépendants, mais l'Occident impérial continue à régner dans nos têtes. En étant islamistes, nous sommes véritablement émancipés du colonisateur, de l'impérialiste. Et ça, c'est une rhétorique qu'il faut savoir combattre intelligemment. Car tant que l'on combattra l'islamisme comme un simple intégrisme, en voulant le comparer à ce qui nous est arrivé chez nous, on ne comprendra pas. C'est pour ça que moi, j'avais créé l'expression totalitarisme islamiste, qui montre que ça n'a rien à voir avec un simple intégrisme. L'intégrisme religieux catholique ou protestant, aujourd'hui, il est pastoral. Il est essentiellement sur des dogmes, sur de la liturgie, de la messe en latin. Ou pour les protestants, une lecture littérale de la Bible, mais qui ne remet pas en question la laïcité des États occidentaux. Même quand ils sont créationnistes, les évangéliques américains ne menacent pas la nature tout de même quand même sécularisée de l'État. Tandis que l'islamisme n'est pas qu'un intégrisme, c'est un projet de conquête totalitaire. Et c'est pour ça qu'il est anti-impérialiste, parce qu'il est lui-même un impérialisme concurrent. Il ne supporte pas l'impérialisme occidental, parce que lui-même veut imposer de manière impériale sa vision à l'ensemble du monde, qui est un immense Lebensraum. Le Lebensraum des islamistes, c'est la terre entière. Il faut savoir que le créateur du mouvement que l'on croit maintenant modéré, des frères musulmans, Hassan al-Banna, a dit l'État musulman, puis le monde. Le califat sera instauré quand les États auront retrouvé la charia. Le califat régnera sur l'humanité. Il faut savoir que Kardawi, qui forme les imams européens, qui est l'idéologue des frères musulmans en Europe et au Qatar, qui a une émission sur Al Jazeera, qui est ultra populaire, cet homme a dit qu'après Constantinople, il va falloir prendre la deuxième Rome, Rome, la capitale de la catholicité, au cas où on ne comprenne pas, il précise, et il dit quand Rome sera redevenue musulmane, toute l'Europe deviendra musulmane, et ce ne sera pas nécessairement par les épées. Nous voilà en face de gens qui annoncent la couleur, qui nous disent en face qu'ils veulent nous envahir, nous conquérir, et nos hommes politiques ouvrent des mosquées aux salafistes modérés, soi-disant, que sont les frères musulmans. On combat le salafisme djihadiste, mais on ouvre les portes et les mosquées au salafisme des frères musulmans, qui est le premier mouvement salafiste. Alors, il y a 4 Europes. Il y a l'Europe du Sud, latine, qui, à mon avis, n'est pas dupe de ce qui est en train de se passer. Il y a l'Europe typiquement de l'Ouest, France, Allemagne, Benelux, Royaume-Uni, et j'ajouterais les Scandinaves, qui semblent être extrêmement naïfs, voire qui accueillent de plus en plus de l'immigration qui est devenue une colonisation, en tout cas à mon avis. Et puis, il y a 2 autres Europes. Il y a l'Europe de l'Est, l'ancienne Europe socialiste, et il y a la Russie, que j'ose compter dans l'Europe. Et ces deux autres Europes, l'Europe de l'Est qui se sentent européens, mais qui ne veulent pas du tout. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Pologne, on l'a vu en République tchèque, et puis même par extension récemment en Bulgarie, qui ne veulent pas du tout de cette immigration musulmane, et même africaine ou autre. Et puis il y a la Russie, qui est encore un autre cas, et que vous décrivez très bien dans votre livre, qui elle a la plus grande population en fait musulmane de tous les pays en fait européens, bien que c'est un peu bâtard de dire que c'est un pays européen, mais enfin qui a 20% de sa population qui est musulmane et qui semble l'avoir gérée même depuis la fin de l'Union soviétique, avec un pragmatisme et une poigne qui font que ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très bien, à part la Tchétchénie et l'Ingouchie et le Caucase. Oui. Mais effectivement, en dehors du Caucase, la Russie n'a pas trop de problèmes avec les musulmans. Et ce que l'Europe devrait comprendre, dans les vrais ennemis de l'Occident, je commence sur la Russie, je termine sur la Russie, et je montre à la fin que la Russie, elle n'est pas exemplaire dans tout, bien entendu. L'oligarchie, la corruption d'État, le manque de diversification de l'économie, tout cela, je le déplore. Et bien entendu, on ne peut pas dire que c'est parfait, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés en Russie. On l'a encore vu la semaine dernière avec le ministre de l'économie qui s'est fait attraper.
Oui, oui, absolument. Donc il y a aussi des volontés d'assainir parfois les choses, mais il y a beaucoup de problèmes en Russie. Mais par contre, là où la Russie peut nous éclairer, ce qui n'empêche pas de critiquer ses défauts, c'est sa gestion effectivement de l'autre. La Russie a très très bien intégré ses Tatars, qui pourtant sont les descendants des anciens dominateurs de la Russie, qui étaient apparentés aux Turcs. Mais les Tatars aujourd'hui sont de très bons Russes, des très bons citoyens, assez laïcisés ou souvent adeptes d'un islam soufi, le véritable islam traditionnel de ces peuplades, qui était aussi l'islam traditionnel de beaucoup de musulmans, y compris dans les pays du Golfe, mais que malheureusement, l'alliance malsaine contre nature entre les Occidentaux, notamment les Anglo-Saxons très naïfs, voire complaisants, et les forces du salafisme ont détruit. Cette promotion du salafisme, qui a des raisons internes, mais qui a été promue par l'Occident, qui a été aidée par l'Occident, ce salafisme qui s'est répandu partout a détruit le modèle de l'islam le plus facile à intégrer, le modèle soufi ou le modèle maraboutique, comme on le voit en Afrique du Nord, mais également soufi, ou à l'époque en Indonésie, un modèle assez imprégné de traditions locales, indigènes ou bouddhistes ou hindouistes. Ces islams-là, au pluriel, qui étaient intégrables parce qu'ils avaient comme composante pas uniquement la charia, mais aussi les traditions autochtones. Cet islam-là, on peut parfaitement composer, et si on est fort dans ses valeurs, on peut même l'intégrer. Et c'est ce qui s'est passé en Russie, à part l'islam caucasien qui a posé des problèmes pour des raisons idéologiques, mais aussi, surtout, ethniques, nationalistes et historiques. Donc voilà, la Russie, comment elle a fait? Eh bien, elle n'a pas renoncé à sa religion majoritaire. Contrairement à ce qu'on croit en Europe, la grande illusion de l'Europe, c'est de croire que pour intégrer l'autre, le musulman, eh bien, il faut que je renonce à ma christianité. C'est en étant non chrétien que je vais intégrer le non chrétien. C'est l'inverse d'une démarche qui peut être respectable. Le secret de la Russie, ça a été de dire nous intégrons l'islam, l'islam est reconnu au niveau étatique, il y a des mosquées tout à fait dignes, il y a 3 grandes religions, et même 4 avec le bouddhisme, reconnues officiellement comme religion d'État en Russie, donc orthodoxie, bien entendu judaïsme, islam et bouddhisme. Parce qu'il y a aussi et il y a le chamanisme aussi. Et le chamanisme aussi en tant que religion, effectivement, qu'on le retrouve chez certaines peuplades en Sibérie, ouais, comme le bouddhisme dans l'est de la Russie. Et donc, il y a une reconnaissance même au niveau officiel, avec une intégration et même une délégation de certains pouvoirs aux religions. Mais pourtant, la Russie ne rougit pas de dire régulièrement dans des cérémonies publiques que l'orthodoxie est la religion fondatrice nationale du pays. On peut très bien avoir une religion majoritaire et avoir de très bons rapports avec la religion minoritaire. Donc vous avez parlé de cette 4e Europe. Pour revenir à l'Europe du Sud latine, elle est très consciente des problèmes, mais elle est culpabilisée. Tandis que l'Europe du Nord est peut-être moins culpabilisée, mais totalement je m'en foutiste sur le plan de l'identité, mais c'est aussi lié à une forme de culpabilisation inconsciente. L'Europe du Nord, en gros, elle est pragmatique. Elle est beaucoup plus américanisée, elle est essentiellement fonctionnaliste et consommériste, elle est mercantiliste, elle produit, elle est dans la matière et elle est dans la prospérité et en gros les questions identitaires, c'est des questions vulgaires. L'Europe latine est très identitaire, mais elle a honte de son identité, elle est gérée par des élites post-totalitaires, post-Seconde Guerre mondiale qui entretiennent un sentiment de culpabilité permanent, favorisé d'ailleurs par l'Église catholique, qui aujourd'hui, avec le gauchisme et le politiquement correct, une des grandes voies de culpabilisation de l'identité, même si le pape a essayé de se reprendre récemment. En général, l'Église catholique est en première ligne pour tout ce qui est refus des frontières, accueil des immigrés, clandestins ou pas. Et donc cette Europe latine est culpabilisée, bien que le peuple soit assez identitaire et conscient. L'Europe du Nord est totalement désintéressée par la question identitaire, à part quelques partis populistes. Et effectivement, entre les deux, entre la Russie et ces 2 Europes de l'Ouest, eh bien, il y a effectivement l'Europe de l'Est, post-totalitaire, qui, elle, n'est pas culpabilisée. C'est la grande différence. Ça explique les phénomènes Orban ou le pouvoir très conservateur en Pologne. Cette Europe de l'Est qui a connu le joug nazi et le joug soviétique n'est absolument pas culpabilisée. Quand on envoyait des gens au goulag, cette Europe de l'Est se rappelle que déjà, on traitait l'ennemi de fasciste à tort et à travers pour le mettre dans des goulags. Donc l'antifascisme qui sévit en Europe de l'Ouest, qui sert à culpabiliser l'identité, ça ne marche pas en Europe de l'Est. Parce qu'en Europe de l'Est, on sait que traiter quelqu'un de fasciste, c'est en général la terminologie employée par les staliniens et par les adeptes du goulag. Donc à eux, on ne leur fait pas.
Et ça explique pourquoi, en Europe de l'Est, on a un tel refus de l'idéologie multiculturelle. Parce qu'à l'Ouest, cette idéologie multiculturelle, on l'a fait accepter au nom du plus jamais ça. C'est ce qu'a dit un ministre allemand récemment. Il a dit, pour être sûr qu'il n'y ait plus jamais de nazisme en Europe, eh bien, l'idéal, c'est de diluer l'ethnie blanche européenne et en la métissant, on est sûr qu'elle ne pourra plus jamais être nazie. Mais ce qu'oublient ces culpabilisateurs, qui font de la réduction ad Hitlerum, ils oublient que le fascisme n'est pas forcément blanc aux yeux bleus. Aujourd'hui, le nouveau fascisme, que j'ai décrit dans mes livres, comme de nombreux intellectuels musulmans modérés d'ailleurs l'ont fait avant moi, ce fascisme islamique peut être aussi totalitaire, aussi antisémite, aussi obsessionnellement violent et anti-juif que l'a été le nazisme. Sauf qu'on ne le voit pas venir, car notre culpabilisation nous fait voir le mal qu'en notre sein. Et ça, c'est tout le problème de l'Europe de l'Ouest. Elle est en train de régler des comptes avec elle-même. Et peut-être que le salut de l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe de l'Est, qui, elle, est vaccinée à la fois contre le nazisme et le communisme. La Pologne est le meilleur exemple. Elle a été prise en sandwich entre les deux. Un pays martyrisé à la fois par les nazis et les staliniens. Donc ces pays-là nous donnent des leçons. Ils savent ce que c'est le totalitarisme. Ils l'ont vécu. Et ils nous disent, attention, ne vous laissez pas culpabiliser par une idéologie mondialiste d'origine marxiste, car on a connu les dégâts. Et aujourd'hui, c'est l'alliance entre le tiers-mondisme marxiste néo-gauchiste et de l'islam qui est le grand secret du retour du totalitarisme en Europe. Parce que quand un islamiste est antisémite, qui le protège ? En général, des ligues de vertu d'extrême gauche. Aujourd'hui, le totalitarisme rouge qui semble être combattu et même vaincu est en train de se recycler, à l'image du terroriste Carlos, qui est devenu membre de mouvements salafistes et pro-Al-Qaïda et pro-Daesh. Eh bien, le rouge s'est recyclé dans le vert. Cette alliance entre les deux totalitarismes communistes et islamistes aujourd'hui est le secret de la pénétration des salafistes. Sans l'aide du gauchisme, qui par haine de l'Occident lui a ouvert les portes, aujourd'hui, l'islamisme n'aurait pratiquement rien en Europe. D'ailleurs, Tariq Ramadan, que vous connaissez bien en Suisse, il a eu toute sa carrière, il la doit à deux entités. L'extrême gauche tiers-mondiste et l'aile gauchiste de l'Église catholique d'une part, donc le gauchisme. De l'autre côté, sa chaire universitaire payée par le Qatar. Cet homme doit tout, à la fois au pôle du totalitarisme islamiste, mais aussi au pôle du gauchisme et du tiers-mondisme. Petite remarque, le ministre allemand qui effectivement souhaite la disparition de son propre peuple par métissage, il devrait faire attention aux éventuels tribunaux pour crimes contre l'humanité un jour, parce que selon même les Nations Unies, qui ne sont pas exactement les moins gauchistes qui existent, une des définitions du génocide, c'est exactement celle-ci, par ailleurs. Donc je pense qu'il devrait faire très attention, il risque de finir devant un peloton d'exécution un jour. Mais enfin, marque intéressante, je ne savais pas. Oui, vous pouvez aller voir, la définition de génocide, c'est également par substitution de la population par des substitutions génétiques. C'est-à-dire qu'on doit imaginer qu'une colonisation massive se ferait en Afrique par une population blanche et qu'elle se métisserait et qu'elle submergerait, que sais-je, le Cameroun. Eh bien, on appellerait au génocide parce que les peuples ont droit à avoir leurs terres et leur. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que dans mes ouvrages, j'ai comparé la volonté multiculturaliste dévoyée de nos élites européennes à une forme de génocide volontaire, d'autogénocide. Oui. On n'est pas génocidés, nous sommes en train de disparaître, nous nous faisons harakiri, en gros dans une sorte d'élan expiatoire. Moi, l'homme blanc européen judéo-chrétien, je suis tellement monstrueux, méchant, coupable de tous les maux, que finalement je dois disparaître dans un dernier assaut final livré contre moi-même. Et comment disparaître ? Eh bien en m'ouvrant à ceux qui me détestent le plus. Et je pense que c'est un lapsus que le fait que nous accueillons en Europe essentiellement des populations d'origine musulmane, sans même distinguer entre les modérés et les radicaux, et même en privilégiant plutôt les radicaux, c'est une sorte d'aveu. C'est une sorte d'organisation de sa propre autodestruction dans un élan suicidaire qui est une forme de génocide perpétué par soi-même. Oui, alors moi qui suis helléno-chrétien, effectivement, de culture, je me rends bien compte que ce phénomène est étrange, parce que moi je me sens coupable et coupable de rien du tout. Moi non plus. Ni moi, ni mes grands-parents, ni qui que ce soit, je veux dire, c'est pas mon problème.
En revanche, je suis responsable de mes enfants et des générations futures et je suis le passeur de témoins d'une immense culture Mais bien sûr. qui a sa part de sombre, mais je m'en fiche, c'est ma culture Mais la part de et sombre, moi je pense qu'il faut bah, l'assumer. oui, on On l'assume. a le droit, on a le droit de la remettre en question, de la critiquer cette part de sombre. C'est même un devoir. Oui, Le devoir de mémoire, à mon avis, n'empêche pas d'assumer sa culture, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la responsabilité collective qu'on nous inculque? Ce sentiment de culpabilité collective, c'est le contraire de la justice et de l'élévation philosophique. Toute l'élévation philosophique et juridique qu'a apporté la modernité a consisté à se distinguer de la tribu ou du totalitarisme, qui avait justement comme façon de penser, de considérer les êtres tout à collectivement fait. responsables et éternellement responsables. C'est totalement tribal de Oui, penser que quelqu'un en tout lieu et en tout âge est responsable collectivement et éternellement de faits commis par certains. C'est le contraire de l'évolution juridique et philosophique. Donc en fait, ce sentiment de culpabilité collective est totalement injuste. Et tout le droit des démocraties, justement, est fondé sur la responsabilité individuelle. En aucun cas, un juge dit à quelqu'un son père était criminel, donc il va probablement être criminel. Non, on peut avoir un père criminel ou un père très vertueux et se comporter de manière tout à fait distincte. Et heureusement, le droit moderne est fondé sur ce refus de la responsabilité collective. Donc moi, je suis comme vous, je ne me sens pas coupable, non pas parce que je n'aurais pas de scrupules, mais je ne me sens pas ah oui, coupable parce que Dieu soit loué, nous ne sommes pas forcément pareils que nos ancêtres. Et l'Occident est fondé sur cette émancipation individuelle. Cet affranchissement à la fois par rapport aux lois hétéronomiques de la théocratie, donc qui viennent de Dieu, mais aussi cet affranchissement de ce qu'on appelle l'assignation communautaire. Être assigné à ses ancêtres ou à sa communauté est une aliénation qui est totalement étrangère aux sociétés pluralistes. Et en fait, aujourd'hui, le communautarisme veut nous faire revenir en arrière parce qu'on ne parle plus d'individus responsables, mais de communautés. Ça, c'est Sarkozy à la gauche qui avait amené ça en France. Il y a la communauté catholique, la communauté musulmane. Déjà, c'est une aberration. Comme vous l'avez montré, hein, le monde musulman est très divisé, de même que les chrétiens, que les juifs, tout le monde est très divisé. oui. Même la communauté juive, elle est extrêmement divisée. Et même Israël est très, très divisé entre Shalom Arshav, qui est pro-palestinien, qui est très à gauche, et des gens beaucoup plus nationalistes, ou même carrément qui veulent les implantations et presque une guerre entre religions. On a dans tous les peuples, donc la du point de vue juridique. Alors parlons justement, j'allais y venir, du rôle d'Israël dans cet échiquier complexe entre l'Europe qui en crise se fait coloniser, entre le Moyen-Orient qui est à feu et à sang et qui voit les rares succès qu'étaient la Turquie, la Tunisie et puis il reste encore le Maroc qui ont été en tout cas, le Maroc c'est pas le cas, mais pour le reste qui ont été déstabilisés. Israël, justement, est à la fois, comme vous le dites, est complexe, mais il a quelque chose en commun à l'immense majorité des Israéliens, en tout cas les Israéliens juifs, hein, qui est tout d'abord une approche d'identité très forte, qui a un dénominateur commun en tout cas qui est très fort, avec certes par-dessus des différences importantes, qui a aussi une approche très tribale, puisqu'on voit, nous avons, même je sais que vous et moi avons personnellement connaissons des gens qui en font partie, donc de manière très proche. Donc forcément, nous savons à quel point il y a dans la diaspora encore juive à travers le monde un lien incroyablement fort, tout d'abord émotionnel, mais aussi financier souvent, Oui. de contribution, hein, par exemple, envers Israël, et qui rend d'ailleurs, c'est pas nouveau, ça date de l'émancipation des Juifs il y a 200 ans en Europe, qui rend suspicieux pour certains la loyauté d'une part, mais aussi, et peut-être beaucoup plus grave, qui justifie aux yeux d'un grand nombre de musulmans en Europe, comme dans le reste du monde musulman, une forme de importation du conflit israélo-palestinien au sein de l'Europe, alors que justement, l'Europe a été, depuis 1948, avant les États-Unis et peut-être après l'Union soviétique, puisqu'on dit toujours que la mère Israël dit le père d'Israël,
c'est évidemment Herzl, mais la mère, c'est Staline. Il y a cette blague qui est souvent citée en Israël. Mais enfin, l'Europe a beaucoup contribué financièrement, mais aussi à un soutien moral indéniable pendant les 70 dernières années à Israël. Et donc la perte d'une partie de l'Europe dans soit le chaos d'une guerre civile ou d'une crise, ce que moi j'appelle l'effondrement économique lourd, amène, et peut-être un isolationnisme, bon, c'est un grand mot aujourd'hui, mais enfin, en tout cas, une moindre influence des États-Unis au Moyen-Orient fait qu'Israël peut se retrouver tout seul. Et en même temps, en Occident, nous voyons des gens comme Bernard-Henri Lévy et plein d'autres que je ne vais pas citer, qui sont parfois, qui donnent l'impression d'être des sayanim, des agents pour la politique étrangère d'Israël. En tout cas, des agents d'influence. Et cette complexité, elle rend la situation d'Israël très trouble. Et je voulais avoir votre avis là-dessus. Alors moi, mon avis il est très clair là-dessus, c'est extrêmement simple. Je pense que de même que chez les chrétiens, on a une extrême hétérogénéité, voire même une opposition totale entre les chrétiens d'extrême gauche, pro-immigrationnistes d'un côté, style l'abbé Pierre à l'époque, Monseigneur Gaillot, ou les théologiens de la Révolution au Brésil ou en Belgique, et ça venait de Belgique et un peu de France, toute cette tendance, et de l'autre côté, des cathos traditionnalistes, nostalgiques des croisades, on est quand même à des années-lumière de différence. Eh ben, c'est normal. Dans une religion et dans une civilisation, il y a toutes les palettes. Et dans la communauté juive, comme dans l'État d'Israël, qui effectivement, on ne peut pas le nier quand même, pour beaucoup de juifs, pour une majorité de juifs, Israël est sentimentalement un pays de rattachement, au moins proche, effectivement. Il y a une palette énorme. On a des gens issus de la communauté juive qui sont des grands intellectuels d'extrême gauche qui sont totalement anti-israéliens. On peut penser notamment au plus célèbre d'entre eux, Noam Chomsky, aux États-Unis, qui est l'homme le plus l'intellectuel le plus anti-américain, le plus anti-israélien, le plus anti-impérialiste et le plus néo-tiers-mondiste. Pour l'avoir interviewé, je confirme. Voilà, donc, et on en a plein d'autres comme lui. Hein. Vous savez que, un peu comme les chrétiens, les juifs sont spécialistes pour produire des gens qui se détestent eux-mêmes. Il faut savoir qu'à l'intérieur de l'État d'Israël, il y a certes les colons, ceux qui sont les plus durs, et les nationalistes et le Likoud au pouvoir, mais il y a aussi une énorme flopée de gauchistes israéliens qui parfois vont très très loin dans la critique, jusqu'à même parfois friser le révisionnisme interdit en Europe, mais qui n'est pas sujet à des condamnations légales c'est vrai. En Israël. Donc la société d'Israël est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, mais par contre, moi, je me suis toujours élevé contre une idée. Certes, certains peuvent la penser sincèrement, elle n'est pas forcément le fruit de l'antisémitisme, mais souvent des antisémites, ou plutôt des judéophobes, qui masquent leur judéophobie non assumée en faisant croire que tous les intellectuels juifs de type mondialiste ou antiraciste ou gauchiste représenteraient Israël et auraient une sorte de non-allégeance. En gros, l'idée de mettre toujours en avant BHL chez beaucoup d'antisémites, c'est de dire ils sont pro-israéliens chez eux, entre guillemets, mais mondialistes ou multiculturalistes en France. C'est une idée qu'on entend très souvent, qui a beaucoup contribué à faire monter. Mais là où je m'inscris en faux, et je trouve qu'elle est malhonnête, c'est comme si on jugeait l'Église catholique à travers Monseigneur Gaillot, à travers les théologiens de la Libération, qui sont plutôt en bisbille et même en rupture avec l'orthodoxie catholique du Vatican. C'est comme si on jugeait l'islam terroriste ou inversement l'islam uniquement par les gauchistes totalement athées ou ultra-réformistes. C'est relativement malhonnête. En fait, il y a une énorme amplitude entre des juifs anti-juifs qui existent carrément, des juifs mais anti-israéliens, ensuite des juifs de gauche pro-israéliens, mais de gauche en Israël et de gauche en France ou en Suisse, et ensuite d'autres, style la tendance Golnadel, que vous connaissez, président de France-Israël, qui est un intellectuel assez connu également, en plus d'être un avocat, qui lui est à la fois nationaliste en Israël, nationaliste en France. Donc vous voyez, on a une palette, comme chez les chrétiens, qui va du plus à gauche au plus à droite. Et entre les deux, il y a quelques intérêts ambigus, qui effectivement, comme BHL,
pro-israélien, mais qui a longtemps fricoté avec les Français. Georges Benamou, Globe, qui détestait tout ce qui était franchouillard, et en même temps qui était pro-israélien. Et ça a beaucoup énervé. Mais à mon avis, c'est malhonnête de juger les pro-israéliens à partir de ceux qui sont le plus ambigus et qui ont des personnels. C'est malhonnête. Moi, tous les gens que je connais, je fais beaucoup de conférences dans les milieux juifs français et même européens, et j'ai très souvent vu dans la base des gens qui, certes, sont très attachés à Israël, mais mettent un point d'honneur à être patriotes en France ou patriotes en Espagne, et ceux qui sont cette minorité de donneurs de leçons de morale à la BHL, qui ont une sorte d'allégeance ambiguë, eh bien ceux-là, ils sont extrêmement minoritaires. Et toute la force des antisémites, c'est de faire croire que tous les juifs seraient ambigus et assez duplices, comme pourrait l'être BHL. Mais je ne sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il fait. Oui, il ferait hystérico-narcissique. Oui, il ferait beaucoup de bien à beaucoup de gens s'il se taisait, lui. Mais déjà... Oui, oui, ça a coupé. Oui, désolé. On ne peut pas signer quelqu'un à sa communauté. On ne peut pas dire quelqu'un parle comme ça parce qu'il est musulman, ou quelqu'un parle comme ça parce qu'il est chrétien ou juif. C'est à mon avis une aberration. Quelqu'un parle comme ça parce qu'il a son histoire personnelle. Une des grandes erreurs de notre époque, c'est d'assigner des gens soit à une minorité sexuelle, à un groupe religieux ou un groupe ethnique. Tous les juifs devraient être pro-israéliens, tous les catholiques devraient être pour le pape. Comme vous l'avez dit tout à l'heure pour l'Arabie Saoudite, les choses sont extrêmement complexes. Et moi, c'est ce que prie en géopolitique. On ne peut pas mettre des gens dans des cases. C'est la complexité qui règne en géopolitique et surtout pas l'assignation à un groupe. On n'est pas prisonnier de son groupe, à part dans les États totalitaires ou les mœurs tribales. Effectivement, si vous allez dans des tribus, on est prisonnier du groupe. Mais même là, il y a des gens qui se révoltent. Très bien, alors j'ai une dernière question. Comment vous voyez ces prochaines années avec justement la convergence de ces problématiques philosophiques, économiques? Il y a tout un volet encore disons que les économies européennes vont pas très bien et même occidentales ne vont pas très bien. Et en même temps, nous avons un changement majeur avec l'élection de Trump aux États-Unis, avec la montée très forte de partis dits populistes, en tout cas en Europe. Comment vous voyez les 6 à 18 prochains mois en Europe? Alors, ce que je pense, c'est que comme l'Europe est quand même très américanisée, de manière alimentaire, de manière musicale, cinématographique et même au point de vue des mœurs. Et d'ailleurs, surtout l'Europe du Nord, à laquelle vous faisiez allusion, elle est encore plus américanisée que l'Europe du Sud, notamment linguistiquement. Dans les universités, on parle pratiquement que anglais dans l'Europe du Nord. Donc je pense que cette Europe, dès lors que le président américain n'est plus quelqu'un qui est adepte des retenues de langage, mais quelqu'un qui est totalement politiquement incorrect, pas forcément bien sûr, moi je ne m'exprimerai jamais comme il l'a fait sur les minorités ou les femmes, et même ce côté vulgaire de la télé-réalité, moi n'apporte pas mon admiration. Mais par contre, le fait qu'ils disent eh bien la Russie n'est pas forcément l'ennemi, on a le droit d'être blanc, chrétien, américain, européen, et il n'y a pas que les minorités qui ont le droit d'être fiers de leur ethnie ou de leur religion ou de leur origine, je pense que ça, c'est quand même pas mal. Il est en train de montrer que le leader de l'Occident est capable de remettre en question le politiquement correct qui vient des États-Unis, qui était aussi au départ le fruit d'une culpabilisation qui consistait à valoriser les minorités et dévaloriser la majorité. Et elle a produit son effet contraire. Moi, je suis pour qu'on lutte contre l'intolérance, bien entendu, ou l'exclusion des uns ou des autres. Mais quand ce phénomène passe par la culpabilisation permanente de la majorité, et quand tout le monde a le droit d'être fier de son origine, de son identité ethnique, religieuse, sexuelle, sauf la majorité, en gros, le mâle blanc judéo-chrétien, y a un problème. Soit on est pour le fait de brimer toutes les
les identités au nom d'un cosmopolitisme, soit on est pour toutes les identités. On ne peut pas être pour certaines identités, les minoritaires, et contre l'identité majoritaire. Eh bien, le politiquement correct qui était fondé sur la tyrannie des minorités s'est retourné contre lui-même, et en fait, ça ne profite pas aux minorités parce qu'aujourd'hui, eh bien, elles sont stigmatisées, alors que les pauvres, elles n'ont fait que, vous savez, c'est la majorité des WASP culpabilisés qui a créé le politiquement correct. Ça venait pas des latinos, des juifs ou des blacks. C'était un truc d'Européens américains d'origine protestante culpabilisés. Et donc, ce politiquement correct a créé son propre ennemi. Et aujourd'hui, on arrive à la fin du politiquement correct. Le populisme, ce n'est pas qu'un danger fasciste. Certains partis populistes sont peut-être fascisants, mais la majorité sont plus des mouvements justement populistes qui expriment un ras-le-bol populaire, mais qui n'ont pas de généalogie fascisante. Ils ne sont pas si dangereux qu'on le dit, parfois un peu radicaux, mais c'est pas du tout un phénomène totalitaire comme dans les années 30. C'est un phénomène de ras-le-bol, avec des défauts bien sûr, mais c'est un phénomène de ras-le-bol qu'il faut non pas culpabiliser et diaboliser. Je ne dis pas non plus qu'il faut voter pour les populistes, mais il faut entendre ce que disent les mouvements populistes et ceux qui votent pour eux, donc le peuple majoritaire européen autochtone qui se sent brimé. Et avant que ça se traduise par des phénomènes de guerre civile ou dans certains endroits, ou de radicalisme violent, il faudrait prendre des mesures. Les mesures, c'est quoi? C'est intégrer les minorités, et non pas, bien entendu, les brimer, mais les intégrer, ça veut dire qu'elles ont tous les droits dont nous jouissons, mais également tous les devoirs, et qu'elles ne sont pas n'importe où, elles sont dans des pays qui ont une histoire, qui ont une identité, et qui ont des règles. Ces règles doivent s'appliquer à tout le monde, sans distinction d'origine. Le plus grand des antiracismes, c'est punir un noir comme on punirait un blanc. Le plus grand des antiracismes, c'est vouloir qu'un noir, un musulman, un juif, un bouddhiste ait autant le droit d'être patriote et d'aimer la France ou la Suisse que quelqu'un qui est un autochtone. Le vrai antiracisme, c'est ça. C'est aimer tellement son pays qu'on a envie de le faire partager à l'autre. En fait, c'est très généreux le patriotisme intégrateur. Et ce qui sauvera l'Europe du populisme, mais surtout de la fracture et de la guerre civile, ce sera quand on aura renoué avec ce patriotisme intégrateur. Habitants, des bons citoyens parmi les nouveaux venus. Par contre, si nous laissons l'intégration aux mains des islamistes, des salafistes, des frères musulmans, du Miligürüç turc qui contrôle beaucoup de mosquées en Suisse d'ailleurs, ou de la mafia albanaise qui est très présente également en Suisse, mais aussi qui est derrière de très nombreuses mosquées avec tout un communautarisme islamique en plus affairiste et extrêmement sécessionniste qui prône un repli des communautés pour mieux les contrôler et les racketter. Eh bien, si on continue dans ce schéma communautariste et pro-islamiste, en déléguant à des pôles totalitaires de l'islamisme la gestion de nos immigrés, nous irons vers la fracture, vers le syndrome sécessionniste, ce que j'appelle le limes intérieur. Effectivement, on aura des sociétés à deux vitesses, avec les autochtones d'un côté et les allochtones de l'autre, qui ne se croiseront que pour quelques phénomènes d'affaires et qui n'auront plus rien en commun. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. Donc toute la politique des leaders européens devrait consister à intégrer, à transmettre nos valeurs à l'autre. Très bien. Alexandre Delval, je vous remercie beaucoup. Je rappelle votre dernier livre, Les vrais ennemis de l'Occident, du rejet de la Russie à l'islamisation des sociétés ouvertes, aux éditions L'Artilleur. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, sur les marchands en ligne. J'espère vous voir à Genève ou également à Paris. C'est une discussion passionnante et qui mériterait d'être continuée. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup.